Bienvenue dans le Nord-Pas-de-Calais, une région de 4 millions d'habitants, l'une des plus denses de l'Hexagone. Le Nord-Pas-de-Calais, c'est avant tout une situation géographique unique en Europe. Bordé par la mer, proche de la Belgique, des Pays-Bas et de l'Angleterre, traversée par l'une des autoroutes les plus fréquentées de France, cette région est un carrefour incontournable du nord de l'Europe. Une position géographique à part et un taux de chômage important font qu'ici tous les maux qui frappent la société française sont exacerbés. Dans le Nord-Pas-de-Calais, la drogue est plus accessible qu'ailleurs. Alors les policiers doivent monter au front. On a un individu armé d'une hache, donc c'est quand même assez sensible comme intérêt. À Lille, Thierry est en guerre contre le trafic de stupéfiants. Avec son unité spéciale, il mène des opérations dans les quartiers sensibles de la métropole. Agression avec violence. Il est où le couteau, non? Il est où le couteau? Confrontation musclée avec les délinquants. C'est toujours très sensible quand on intervient quand des gens du voyage. Descente dans les cités défavorisées. Cette brigade spécialisée s'attaque au fléau du Nord-Pas-de-Calais, le commerce de drogue. Le grand trafic en Europe, en business, c'est Hollande, Belgique, c'est pire que même au Maroc, donc c'est pire. Et ici, la proximité avec la Belgique pose un autre problème. Chaque week-end, des centaines de nordistes viennent chercher en Belgique ce qu'ils ne trouvent pas en France, un marché du sexe facilement accessible, avec filles en vitrine et maisons closes. Pour les décourager, le commissaire Patisson monte des opérations communes avec la police belge. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous venez en Belgique et la police française aussi, elle vit en Belgique. Comme ça, tout le monde se retrouve. Pour découvrir l'univers de ces maisons closes, nous avons rencontré en exclusivité un homme qui a défrayé la chronique, Dodo la Saumure. T'as pas été payé. Tout à l'heure, je vais venir te payer. Dodo la Saumure a été mis en examen. Il est soupçonné d'avoir fourni des prostituées à Dominique Strauss-Kahn dans l'affaire du Carlton. Exceptionnellement, il nous a ouvert les portes de ses clubs privés. C'est vous, votre copine, il y en a une qui est un peu blonde, non? On est toujours en demande de blonde. C'est pas des têtes de gondole, c'est pas des prix de gamme, mais enfin, il y a plus pire. L'une des prostituées qui travaille pour lui a accepté de nous raconter son histoire. Et moi, je suis arrivée en Belgique, j'avais presque plus un sou dans ma poche. Voilà, c'est comme ça. Ah, ok. Bon, j'ai fait, après, le vice de l'argent est venu. Enfin, vous verrez que les autorités de Calais doivent faire face à une montée incontrôlée de l'immigration. Des milliers de clandestins prennent d'assaut les camions pour tenter de rejoindre l'Angleterre. C'est de la folie à Calais. Ça jette partout, ça court partout. Nous avons embarqué avec Fabrice dans l'un de ces poids lourds attaqués par les migrants. Des migrants que certains habitants de Calais ont décidé d'aider. Aïe aïe aïe. Mais vous allez voir que certaines distributions de nourriture dégénèrent. Pendant 4 mois, nous avons enquêté sur la face sombre de ce Nord-Pas-de-Calais que les touristes ne voient jamais. Radiographie d'une région aux frontières de la crise. Bonsoir. Composé de 2 départements, le Nord-Pas-de-Calais compte près de 4 millions d'habitants. Cette région, attachante pour une très grande majorité de Français depuis le succès de Bienvenue chez les Ch'tis, est en crise. Chômage, pauvreté, logements insalubres, la plupart de ses habitants vivent dans de graves difficultés financières. Et pour ne rien arranger, chaque année, l'ensemble des délits et des infractions dans cette région ne cesse d'augmenter entre cambriolage, vol à main armée, vol de voitures et violence. Autre phénomène, la montée de la prostitution avec les maisons closes qui longent la frontière côté belge. Alors comment lutter contre cette délinquance qui se propage parfois même au-delà des frontières? Immersion au cœur de la région Nord-Pas-de-Calais, un reportage de Marie Crépin. Il y a eu un scooter qui a été renversé ou qui a eu un accident. Apparemment, les collègues qui sont sur place sont débordés. Il y a un gros rassemblement autour d'eux. Donc on fait au plus vite, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans ce secteur-là, on a pas mal de jets de projectiles d'habitude.
Ah, c'est un gros point de vente de stup en plus. Ouais, le mec est là-bas. C'est un des gars qui participe au deal, hein, c'est sûr. Généralement, ils sont là, sans casque, avec le produit sur eux. On écarte tout le monde. C'est bon, les gars, allez, ça part de là-bas. On y va à 3. Dans le Nord-Pas-de-Calais, la population se concentre dans les grandes villes. Et d'abord à Lille, où vit 1 million d'habitants. Ville extrêmement dynamique, le Joyau du Nord est connu pour sa Grand Place, son opéra et ses rues piétonnes. Une vitrine séduisante qui cache une réalité moins reluisante. Des quartiers sensibles, gangrénés par un important trafic de drogue qui génère une grande violence. Pour y pénétrer, la police fait appel à la BST, la brigade spécialisée de terrain, créée il y a 4 ans. À Lille, elle est tout le temps sur la brèche. Thierry, 42 ans, dirige cette unité de 8 policiers. Cette fois, il vient d'être appelé sur un autre type de trafic, tout aussi périlleux, dans le sud de l'île. Ouais, on vient de recevoir un appel sur les ondes. On a un vol en cours à proximité d'un chantier. Des Roms qui sont en train de démonter du bardage métallique en vue de le revendre. Donc on essaie d'y aller le plus vite possible. Les voleurs de métaux sont toujours sur place. Alors Thierry et son équipe accélèrent pour les prendre en flagrant délit. 59 BST Alpha, on arrive sur site. C'est. Sur place, la BST découvre 2 hommes à proximité d'un camion. Ah, restez là, monsieur. Pour l'instant, vous restez là. C'est pas moi. Pour l'instant, vous restez là, monsieur. Pour l'instant, vous restez là, monsieur. Sans doute les voleurs de métaux. Les 2 hommes vivent dans un camp de gens du voyage, situé à quelques mètres. La police les soupçonne d'avoir décroché du mur ces plaques d'acier. Ils s'apprêtaient à les scier avec cette meuleuse encore branchée. On a vu juste vous entendre sur les faits, les gars. Mais l'un d'entre eux va prendre la fuite. Une course-poursuite s'engage au milieu d'une centaine de caravanes. Allez, c'est bon. C'est pas grave. Thierry a menotté l'autre suspect pour l'empêcher de prendre la fuite. Regarde, mec. Ce qui préoccupe Thierry, c'est le sort de ses 2 coéquipiers qui ont pris en chasse l'autre voleur. Au milieu de cet immense camp, ils sont en danger. Le chef brigadier veut les aider à mettre la main sur le fugitif. Il vient pas me casser les couilles, d'accord. Visiblement, les policiers ne sont pas les bienvenus. Thierry revient, il n'a pas trouvé ses collègues, il a demandé du renfort. J'ai des collègues, je sais pas où ils sont. J'ai 2 collègues qui sont à l'extérieur du camp. C'est toujours très sensible quand on intervient dans le camp des gens du voyage. On va faire un petit passage. Attention, hein. Mais bonne nouvelle, ses collègues reviennent sains et saufs avec le fugitif menotté. Si vous voulez continuer à vivre tranquille, les gars, il ne faut pas falloir nous casser les couilles. Hein. Allez. Ouais, mais t'inquiète. Le suspect est immédiatement isolé dans le fourgon. Les hommes de la BST se sont offerts un joli sprint. En fait, il y a un des 2 individus qu'on a voulu interpeller qui a pris la fuite au milieu du camp. Pensant trouver refuge derrière un mur, mais on a sauté avec lui, on a réussi à l'avoir. Mais sur place, la tension commence à monter, car les habitants du camp ne supportent plus la présence des policiers. Allez. Ouais, c'est du respect où? C'est du respect où? C'est du respect où? Respect où? On vous respecte. Ah, vous l'avez alors? Ah, bande de... T'es beau et mignon. De quoi? Un des policiers met en joue les habitants avec son flashball. Les femmes du camp retiennent leurs hommes pour éviter l'affrontement. Vas-y. On l'a fait, hein.
Regarde, tu te fais rentrer par une femme. C'est parti, allez. On y va. On décolle. En ligne les gars, vous faites gaffe les gazeuses, vous tirez, vous en mettez s'il en faut. 59 BST Alpha. Pour calmer le jeu, les policiers de la BST préfèrent sortir du camp. Attends, Thierry et ses collègues vont maintenant récupérer le butin des suspects. Dans le Nord-Pas-de-Calais, les vols de métaux ont augmenté de 45% en un an. À la revente, une plaque d'acier comme celle-ci se négocie au minimum 50 €. Allez, on y va. C'est bon, parti la BST. Allez. Direction le commissariat de Lille. Avant de les présenter à un officier de police judiciaire, les membres de la BST vont entendre les 2 voleurs présumés. Qui c'est qui est parti au courant? C'est moi peut-être. Vas-y, arrête un peu. On va bien être gentil, mais à un moment... Ah bah lui, on va le faire. Hein. L'un des 2 suspects apparaît déjà dans les fichiers de police et Thierry va faire une autre découverte. Un des individus, notamment le gars qu'on a coursé, là, le plus gros, il est en plus il fait une recherche là. Donc c'est double bonne pêche pour nous. Il a recherché pourquoi? On vole en réunion, vol. C'est une famille qu'on connaît bien en plus. Ils sont super connus pour les vols, donc on est super contents. Multirécidiviste, ce suspect sera présenté devant le tribunal. Il attend toujours son jugement. Quant au deuxième, il a été libéré après sa garde à vue. Thierry est un enfant du Nord-Pas-de-Calais. Il est très attaché à sa région. Du haut de ses 1,86 m et avec ses 105 kg, il en impose face aux délinquants. Mais ce physique de gros bras et cette dureté affichée cachent un grand cœur, au service des gens. Et un père très attentif. Salut. Quand le temps lui permet, Thierry fait un petit tour au premier étage pour saluer quelqu'un qui lui est très cher. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voici sa fille, Angelina. Elle a embrassé la carrière de policière depuis quelques mois. Ouais, c'est cool. Ah bah là, ma fille, elle est dans le poste de secrétariat de mon patron. Alors, elle est un petit peu au-dessus de moi. On va dire, non, c'est bon. Ça touche toujours, quoi. C'est pas grand, après tout. Et puis, ouais, ça fait bizarre. Surtout quand on se retrouve sur le terrain, quoi. Là, c'est particulier. Parce que entre le rôle du père et le rôle de collègue, t'essaies de ne pas être trop protecteur, quoi. Mais bon, après, c'est normal, c'est dans les gènes, quoi. Donc, ça fait vraiment bizarre, ça. Mais ouais, je suis super fier qu'elle soit là, quoi. Dans la famille de Thierry, on est policier de génération en génération. Son frère est policier, comme l'était son père. Il y a 3 mois, sa fille a intégré cette grande famille lors de sa cérémonie d'investiture. Un moment très émouvant pour Thierry. Elle a dit au boulot. J'ai eu l'exemple dans ma famille en fait, donc du coup c'est vrai que ça m'a beaucoup intéressée par rapport à leur récit. Puis je sens qu'il est fier de moi en fait, donc du coup c'est ça qui fait plaisir. Puis je pense qu'il voit que je suis responsable aussi, donc du coup. On va tester Paris. Oui. Ouais. Allez bisous. Ciao. Pas le temps de s'attarder. Thierry vient d'être rappelé par ses collègues. La BST repart. Cette fois, elle se dirige dans l'un des secteurs les plus sensibles de la ville. Le quartier des Moulins, une zone de sécurité prioritaire et surtout l'une des plaques tournantes de drogue du Nord-Pas-de-Calais. On va sur une ZSP où il y a eu un scooter qui a été renversé ou qui a eu un accident. Apparemment, les collègues qui sont sur place sont débordés. Il y a un gros rassemblement autour d'eux. Donc on fait au plus vite. On ne sait jamais ce qui peut arriver sur ce secteur-là. On a pas mal de jets de projectiles d'habitude. C'est un gros point de vente de stupes en plus. Face aux jeunes, ses collègues policiers sont en infériorité. Et Thierry sait que dans cette cité, un simple accident de scooter peut vite tourner à l'émeute. Oh putain, ouais, le mec est là-bas. Oh, c'est cool, on écarte tout le monde. Les unités de pompiers et de police secours sont déjà sur les lieux. Le conducteur a perdu seul le contrôle de son scooter. Il est étendu sur la pelouse. Allez, on recule. Les dernières fois qu'ils sont venus dans ce quartier, Thierry et ses hommes ont reçu des projectiles.
Pour l'instant, tout semble calme. Mais la plupart des jeunes rassemblés autour d'eux sont connus des services de police. Alors Thierry forme un cordon de sécurité pour protéger le SAMU. Le policier ne quitte pas les jeunes des yeux. Il sait qu'ici, la situation peut vite dégénérer. C'est un endroit où il y a des gros points de deal ici. Donc le temps de la présence de la police, c'est pas bon pour le business. Et c'est comme à chaque fois, quoi. On n'est pas les bienvenus dans ce genre de secteur. Si Thierry et ses collègues de la BST sont sur leur garde, c'est qu'ils sont persuadés que le blessé est un dealer. Car avant l'arrivée des policiers, les jeunes ont pris leurs précautions. Bien sûr, le scooter a disparu. Personnellement, vu l'expérience que j'ai ici sur le secteur, l'endroit où ça s'est passé, c'est un des gars qui participe au deal, hein, c'est sûr. Généralement, ils sont là, sans casque, avec le produit sur eux. Bon, là, on n'a plus le scooter, mais c'est quasi certain que c'est un des gars qui est là d'habitude, qui fait des allers-retours. Dans sa chute, le blessé s'est déplacé une vertèbre. Il est emmené aux urgences. Cela fait déjà 30 minutes que les policiers sont présents et que le trafic de drogue s'est interrompu dans la cité. Les jeunes sont agacés, ils défient les policiers à quelques mètres et se montrent de plus en plus menaçants. Des insultes viennent d'être proférées et quelques projectiles lancés. Dans un tel cas de figure, les consignes aux policiers sont claires. Éviter un guet-apens en prenant les devants. Pour la BST, une seule solution, refouler les jeunes et les disperser de façon énergique. Les policiers veulent se protéger et faire place nette, quelle que soit la méthode. S'il y a un projectile, on tire, les gars. Dépêche-toi. Bouge, on t'a dit. Casse-toi. Non, d'un côté. La BST oriente les récalcitrants aux quatre coins de la cité pour rendre aux habitants leur parking. Tu vas allez, viens faire les menaces là. Viens les faire les menaces. Allez, pars. Une partie des jeunes s'est maintenant rassemblée de l'autre côté de la cité. Les policiers veulent casser ce nouveau regroupement. Ça part là-bas. Il faut laisser des gars là. Attends combien? De toute façon, il y a tous les PS là. Voilà. Allez, on y va, 3. Thierry et ses collègues engagent une seconde vague de refoulement et tentent d'intercepter un jeune à l'attitude suspecte. C'est bon pour nous. On récupère effectif. C'est bon, c'est dispersé. Pour Thierry, utiliser la force était le seul moyen de se faire respecter. Ça va crescendo, hein. Au départ, on discute, enfin on essaie de parlementer, on discute, après on crie s'il faut, et après on peut passer jusqu'à l'usage de la force. Voilà, tant pis. Hein. Mais là ça calme les choses, on a fait 3 vagues de refoulement, et ça pacifiait la zone. Voilà, ça va être calme jusqu'à la prochaine fois. La fille de Thierry faisait également partie des renforts. J'étais un petit peu angoissé parce qu'il y avait ma gamine qui était là. Mais ça c'est en tant que papa. Et non, sinon en tant que policier, voilà, si bien sûr, on a peur, on n'est pas à l'abri de recevoir une pierre, de recevoir un mauvais coup. Hein. Les policiers n'ont maintenant qu'une idée en tête, retrouver le scooter qui contient peut-être de la drogue. Ils vont donc passer de fond en comble tous les immeubles. Dans le premier hall, Thierry va tomber sur une drôle de situation. Salut. Bonjour. Ça va? Vous deux? Ouais. Elle est où, maman? Elle est partie. C'est où ta maison? C'est ici. Il n'y a personne? C'est sûr? Elle est partie à quelle heure, maman? Il y a longtemps? Elle est partie au Maroc. Au Maroc? Bah, tu rigoles? Et qui c'est qui vous garde? C'est papa. Et il est où, papa? Elle est partie chercher à aider le foot. Ah ouais, et là, vous êtes toute seule comme ça dans le vol? Oh là là. Et toi, t'as quel âge? Tu parles? 2 petites filles toutes seules dans un hall. Thierry n'en revient pas. Je suis tombé sur deux minaudes, toutes petites et apparemment qui ne sont pas gardées, quoi. Les parents ne sont pas là. Bonjour madame. Oh, si j'étais à la poubelle et j'arrive. Ah, parce que c'est un couloir. Je suis partie juste à la poubelle, c'est juste à côté. Attendez, parce que là... Je suis partie juste à la poubelle. La maman finit par revenir. Non, j'étais en bas. Ah oui ou quoi? On était en bas aussi, madame, on vous a pas Non, je vous ai vu quand vous êtes rentrés.
partie jeter la poubelle et là je suis là. Je vous ai Là, vu quand les gamines, elles sont là. N'importe qui pouvait passer et ils embarquaient. Hein. Vous avez l'identité, madame, s'il vous plaît? Je vais pas les prendre pour jeter la poubelle. Non, mais vous pouvez au moins fermer la porte, madame. Non? Les petites filles auraient pu être en danger, mais la jeune mère ne comprend pas la gravité de la situation. D'accord. Thierry et Fabrice ne veulent pas en rester là. Vous avez l'identité, madame, s'il vous plaît? Jusque-là, il faut que je fasse un rapport là-dessus, madame. Viens. Bah, j'étais pas inquiète, en tout cas, ça va. Viens, ma chérie. C'est déjà arrivé, madame, que les enfants soient seuls ou pas, comme ça? Je viens de jeter la poubelle, c'est en bas, monsieur. Et ça nous est déjà arrivé de repartir avec les enfants, madame. Le prénom de votre deuxième fille, là. 77 42. Bonne journée, au revoir. Bonne fin de journée. Allez, rentre chez toi. Par mesure de précaution, les policiers ont contrôlé son identité. Thierry, c'est super bizarre quand même que les gens laissent leurs enfants. Ouais, bah, et puis bon, c'est limite, ça nous engueule pas, quoi. Donc, on va quand même faire une main courante pour aviser le service des mineurs, au cas où ça se reproduirait, parce que moi, jamais j'aurais laissé ma gamine de 1 an avec une autre gamine de 3 ans se balader dans les parties communes comme ça, et pas être présent en plus. Ouais, ça me révolte, complètement. Le scooter est toujours introuvable. Les fouilles reprennent. Il y en a qui montent dans la ceinture verte et les autres qui montent qui passent en parallèle. Quelques minutes plus tard, au pied de la façade de cet immeuble, Thierry et ses hommes mettent enfin la main sur le véhicule suspect. Et apparemment, on aurait retrouvé le scooter qui a eu l'accident tout à l'heure, qui a été retiré de la circulation. Ou il était chargé en stup, ou il n'était pas assuré. Bon, la première proposition me semble pas mal. Généralement, ils transportent les stupes dans les scooters et ils font tous les points de deal. Ces 2 roues sont utilisées par les dealers pour cacher dedans des stupéfiants. Dans ces quartiers, 60% des scooters sont sans immatriculation. Ils servent à la distribution de drogue. C'est bien celui-là, c'est sûr. Bah, on vient retrouver le carénage du scooter à proximité immédiate de l'accident. Super. Et il y a peut-être même mieux que ça, on a peut-être même la plaque. C'est le bon scooter. Pour l'instant, il n'est pas signalé volé. On vient de le passer. On n'a pas le propriétaire. Le fichier est indisponible pour le moment, mais il n'est pas volé. Emmené au commissariat, le véhicule sera détruit. Il n'était pas volé, mais il servait bien à transporter de la drogue. Son conducteur était un dealer connu des services de police. Fin de journée pour la BST. Le lendemain matin, Thierry vient de quitter son domicile. Pour éviter les représailles des délinquants, il s'est installé avec femme et enfants à bonne distance de l'île. Aujourd'hui encore, il doit faire 1 heure de voiture pour se rendre au travail. Thierry est passionné par son métier, mais il n'a pas toujours voulu être policier. Quand j'étais plus jeune, j'étais un dur à cuire, pas très tendre à l'école et tout ça, donc je me voyais pas du tout dans une carrière comme ça. Moi, je voulais être cuisinier. J'ai fait mon service militaire, j'ai porté l'uniforme, j'ai pris du galon là-bas, et je me suis dit, ouais, c'est pas mal comme vie, ça me plaisait bien, quoi, l'ordre, la discipline. Et en sortant de mon service militaire, bah, écoute, j'ai intégré pratiquement tout de suite l'école. Thierry a rejoint la police il y a 22 ans. Pour exercer son métier, ce natif du Nord-Pas-de-Calais n'a pas hésité à quitter sa région. Donc j'ai eu la chance et l'honneur de faire 2 missions de détachement aux Nations Unies. Je m'étais occupé d'orphelinat à l'époque, j'avais fait des dons à des équipes sportives. Bon, Thierry est en train de créer son école de rugby là, il a fait quelques soulevés en touche. Bon, maintenant il fait un peu de corrida également. Fuego, toro! En 2006, Thierry est parti pour la première fois en Haïti. Là-bas, il a réalisé une mission de 6 mois pour aider les populations désœuvrées et assister les casques bleus pendant les élections présidentielles. Un voyage qui l'a beaucoup marqué. J'ai connu ce que c'était la pauvreté. Je me suis retrouvé dans des pays où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, où on se satisfait d'un petit rien. Bah, quand tu reviens, bah, t'as changé complètement. Ouais, ça change un homme, quoi. À Lille, la misère sociale est aussi présente dans les quartiers populaires, mais c'est surtout la drogue qui fait des ravages. D'après une étude de 2013 du CNRS, Lille serait aujourd'hui la ville de France où l'on consomme le plus de cocaïne et de cannabis. Si elle gangrène autant ses barres d'immeubles, c'est parce que ses prix ont chuté. Alors pour endiguer ce fléau, la brigade spécialisée de terrain est missionnée 1 fois par semaine pour faire le ménage.
Retour dans le quartier des Moulins. Ce jour-là, Thierry et les policiers de la BST vont passer au peigne fin toute la cité. Alors c'est généralement les cachettes où les dealers mettent des stupéfiants. Bon, de toute façon on voit que c'est ce côté. On sait aussi que ici il y a des petits deals, donc ils ont été apparemment prévenus de notre présence, il n'y a personne dans la rue, et puis ça permet aussi que les gens ils sont en train de nous regarder à leur œilleton, ils voient qu'il y a une présence policière dans le hall d'immeuble. Ça c'est une de nos missions. Pour tromper la vigilance des policiers, les dealers ne manquent pas d'imagination. Hop, tiens. Alors là, tu vois, là, ça, voilà, c'est une pesette dissimulée. Voilà, petite balance. Cet objet n'est pas un CD, mais une balance qui sert à peser de la drogue. Allez, c'est confisqué. C'est dégueulasse comme tout, mais ils n'ont pas été utilisés, c'est l'emballage. Voilà. Allez, hop, c'est parti. Ici, les dealers ne se cachent même plus pour faire prospérer leur business. Les prix des doses sont affichés sur les murs, comme dans un supermarché. C'est un point de vue, tu as les tarifs qui sont affichés au mur. 1 gramme 20 €, et puis là, comme tu tout à l'heure, tu as exactement les mêmes sachets conditionnement. Là, on a on a la Hollande qui est à proximité. Donc la Belgique a une législation assez qui n'est pas très répressive sur tout ce qui est stupéfiant. Donc effectivement, c'est super simple de ramener des produits stupéfiants par ici, quoi. Et l'île, après les consommateurs, il y a une bonne qualité de drogue. Donc beaucoup de gens se fournissent sur l'île. 20 € le gramme de cocaïne ou d'héroïne, c'est 4 fois moins cher qu'à Paris. Des prix cassés qui expliquent les va-et-vient permanents des consommateurs. Mais la BST les détecte assez rapidement. Oh, monsieur, police nationale. Vous connaissez, monsieur? Je ne pense pas. Vous êtes sûr? C'est peut-être déjà lui. Ouais, non, je pense qu'on vous a contrôlé. Vous connaissez la police, monsieur? Oui, un petit peu. Ouais, il me semble, pour trafic pour consommation de stupéfiants, il me semble. Oui. Vous avez acheté, monsieur, ou pas? J'ai 10 € dans la poche. Ils t'ont pas servi? L'individu essaye de faire bonne figure, mais Thierry n'est pas dupe. Ils nous ont vus, ils nous ont pas vus, là. Déjà, on vient d'arriver. Hop, c'est bon, tu peux. Pour s'en sortir, le suspect vient de jeter 2 sachets d'héroïne. Il est menotté. Qu'est-ce qui t'a servi? À quoi il ressemble le mec? Dis-le-moi, tout de suite. Un noir calage. Écoutez, Une casquette, quelle couleur la casquette? Thierry veut tenter d'intercepter le vendeur avant qu'il s'enfuit. Il se précipite derrière l'immeuble. Quelque chose? Mais bon, à mon avis, là, ça suffit. Les guetteurs ont signalé au vendeur la présence des policiers. Thierry et ses coéquipiers ont peu de chance de le retrouver. Mais ils veulent encore y croire et inspectent cette épicerie située derrière les immeubles. Bonne journée. Ouais, ben là c'est un point de fuite. Généralement, il lâche le matos, il rentre vite fait, il lâche le matos et il se rebarre. Ils font chou blanc, mais ramènent le consommateur au poste. Originaire du Nord-Pas-de-Calais, l'homme n'en est pas à sa première interpellation. T'as quel âge? J'ai 33. C'est un moment que tu t'as pas. Ça fait une dizaine d'années maintenant. Tu peux marquer. Ouais, je sais. Allez, je me cache un maximum avec mon travail, ma façon de m'habiller. J'essaie d'être propre. J'ai jamais volé, j'ai jamais agressé personne. Très bien, je suis connu que en même temps, ça c'est la norme. Je suis connu que pour consommation de gosse. Chaque année, policiers, gendarmes et douanes interpellent 8000 consommateurs comme ce jeune homme. Des victimes qui ont basculé dans l'enfer d'une drogue bon marché. Donc combien le... 10 € la monnaie? Oui, t'es bien ça, mais 10 € c'est correct ça. C'est pas cher. En même temps, c'est pas très cher. Le merde, oui, mais ça, on sait. Je suis triste. On ne va pas, même si on a un vie relativement stable. On va devoir être dépendant à tout pareil, c'est sûr. C'est pas très simple. Et monsieur, en 10 ans, vous avez essayé de consommer? Oui, j'ai déjà fait 2 cures. Ça vous a aidé? Oui, mais dès que je suis revenu dans le Nord, je suis revenu. Vous pensez que parce que dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a un gros trafic, ça, malheureusement... En drogue?
J'ai 33 ans, le plus grand trafic en Europe, en business, c'est Hollande, Belgique, nord de la France. En poudre, c'est incroyable. C'est pire que même au Maroc, c'est pire. Pour détention de stupéfiants, ce toxicomane risque une peine de prison d'1 an et 3 750 € d'amende. Mais considéré comme simple usager, il sera finalement relâché. Pour Thierry et ses collègues, le défi est de taille. À Lille, la lutte contre le trafic de drogue semble sans fin. Il n'y a plus de poste de frontière comme ça existait avant, donc effectivement, il est super simple de prendre sa voiture du Nord-Pas-de-Calais, d'aller faire un petit voyage en Hollande à 5 à 10 grammes d'herbe ou d'autres drogues sans aucun problème. Ensuite, après, comme c'est pas loin, on peut faire les allers-retours sans être un gros trafiquant, quoi. À Lille, ces policiers de la BST sont tous d'anciens membres de la BAC, la Brigade Anticriminalité. Ils viennent tous d'Île-de-France. Ils sont rompus aux situations de crise et aux interventions musclées. En patrouille ce jour-là, Thierry et ses collègues vont être servis. On a un mec devant la porte du requérant qui avec une hache et il est en train de péter la porte. Là, on sait qu'on part sur quelque chose d'assez risqué. Hein. On a un individu armé d'une hache, donc c'est quand même assez sensible comme inter. Un habitant est en train de s'en prendre à un autre avec une hache. L'intervention s'annonce périlleuse. Direction la cité de l'Île Sud, un quartier défavorisé où le chômage atteint les 30%. Sans la BST, il serait impossible de pénétrer dans cette cité. Problème pour Thierry ce jour-là, ils ne connaissent pas l'adresse exacte du lieu de l'agression. Ah ouais, c'est pour ça, attends. Hey. Et ici, tous les immeubles se ressemblent. Où ça? C'est cet homme en bleu qui a appelé la police. Il aurait été menacé par son voisin, qui vit au premier étage. C'est lui, il est défoncé, il demande à tous les voisins, il me doit de l'argent, il ne veut pas me rembourser. Les policiers n'ont pas le code de l'immeuble. Mais ce n'est pas un souci. Ah, c'est comme ça que vous ouvrez, vous? Ouais. J'aurais pu le faire, hein. Et puis, il m'a donné... Vous allez vous montrer qui c'est, monsieur. Restez derrière moi, par contre. L'homme serait toujours armé et enfermé dans un appartement. Muni d'un pistolet électrique paralysant, Thierry est sur ses gardes. Vas-y, tu descends? C'est ouvert. Voilà. Moi, je veux... Allez, ouvre la porte, viens là, sors. Ça va bien se passer, sors. Dépêche-toi, enlève ça et sors. Dépêche-toi. Viens là, tu mets les mains apparentes, Là, mets-toi là. Viens contre le mur. L'homme est sorti désarmé. Il ne montre aucune résistance. C'est un toxicomane. Pour l'identifier, Thierry rappelle l'homme au t-shirt bleu. C'est lui, là? C'est ce monsieur-là? Ouais, c'est lui. Ça marche. Il me doit de l'argent, hein. T'as menacé avec quoi, avec un couteau? Comment? Avec un gros couteau? Il m'a menacé avec un couteau de cuisine. Ah, quel menteur! Quel menteur! Ok. Il est où le couteau, non? Il est où le couteau? C'est mon couteau, il est où? Il est où? Dis-moi où il est. Ouais, c'est bon, je l'ai. Ça marche. L'individu s'était retranché chez lui avec ce couteau. C'est avec cette arme blanche qu'il aurait menacé l'homme en bleu. Bon, là, tu vas venir avec nous pour les menaces, d'accord? Tu reconnais que tu l'as menacé avec ça? Pourquoi tu peux menacer? Écoutez, pourquoi le couteau est là? J'étais là. Ok. Il y a une hausse. On va t'entendre, Il n'y a pas de problème. Mais non. Les deux hommes s'accusent mutuellement. En fait, ils sont tous deux toxicomanes. Chacun a apparemment sorti une arme pour régler un problème d'argent. Avec quoi t'as frappé sur la pompe? J'ai frappé avec un marteau. Ouais, il est où le marteau? Le marteau, il est dans ma camionnette. C'est pas encore la base, mais bon, le gars interpellé, c'est un toxicomane qui doit de l'argent à un autre, donc c'est encore basé sur fond de drogue, comme d'habitude. Allez, on a perdu assez de temps là. Dans cette cité, ces toxicomanes empoisonnent la vie des familles qui vivent ici. Ils vont être placés en garde à vue. Mais d'abord, les policiers veulent récupérer l'arme utilisée par l'homme au t-shirt bleu. Il nie avoir utilisé une hache. Il s'agirait en fait d'un marteau caché dans son camion. Après quelques minutes, le policier retrouve l'arme du délit.
ce marteau. Les deux toxicomanes sont toujours sous l'emprise de la drogue. Et dans le fourgon, le ton monte entre eux. Avec fermeté, un policier rétablit l'ordre. Tais-toi, tais-toi. Et il remet à sa place l'un des deux. Thierry et ses collègues veulent tirer l'affaire au clair. Et ils veulent comprendre si l'homme au t-shirt bleu a bien utilisé une hache. Parce que moi, par profession, je suis artisan, élagueur, bûcheron. J'ai des tronçonneuses, j'ai des scies. Y'a rien à ton camion. J'ai des haches. Non, j'ai tapé le tomate, j'ai pas tapé ta hache. Avec le couteau, il a fait ça, dégage. Voilà, c'est ça. Ça marche. Allez, c'est bon, j'ai écouté l'autre. Ouais, raconte-moi ta version alors. Il est venu chez toi, vous avez tapé la méthadone, c'est ça? Ouais, il m'a dit t'as pas la méthadone de... Un dépanné, voilà. 30 euros. Ouais. T'as dit non? Si, je l'ai donné. Tu l'as donné, ouais. Ouais. C'est tout. Ouais, Et c'est à quel moment qu'il y a eu la hache et le couteau alors? Et le couteau et la hache, c'est à quel moment? Là, il y a pas longtemps. C'est après, quand vous êtes disputés. On va s'occuper de toi. L'histoire va prendre une autre tournure. Car un des collègues de Thierry vient de découvrir dans les affaires des toxicomanes une carte d'achat qui ne leur appartient pas. Ouais, t'as nom, ouais. Voilà, donc c'est une carte magasin et c'est un témoin des faits, quoi, qui nous explique que il est titulaire d'une carte, alors ou faussement ouverte ou volée. On a des affaires de port d'armes, de violence, de dégradation et de vol. Tout ça sur deux personnes, quoi. Thierry soupçonne les deux hommes d'avoir volé à un habitant la carte d'achat. Pour les toxicomanes, les chefs d'accusation s'accumulent. Les membres de la BST sont au téléphone avec le propriétaire de la carte retrouvée. Ils veulent confirmer le vol. Moi, par contre, j'ai que votre carte Cora. Ils ont fait des achats. La victime est en train de tout leur déballer. Les policiers ont visé juste. C'est le signalement ? Non. D'accord. Alors, donc apparemment la carte a été volée par les deux individus. On a la victime en ligne. Qui confirme le signalement. Il confirme que c'est bien eux. Partis sur un règlement de compte, Thierry et ses hommes ont résolu une affaire de vol en réunion. Les toxicomanes s'en sont tirés sans condamnation, car leur victime âgée de 80 ans n'a pas porté plainte. Les policiers de la BST ne se découragent pas pour autant. L'an dernier à Lille, cette seule unité a interpellé 750 personnes. Dans le Nord-Pas-de-Calais, les autorités sont confrontées à un autre problème majeur. Un problème qui se déroule à 100 km de Lille, au bord de la Manche. Voici Calais et son célèbre beffroi. Cette ville de 75 000 habitants possède le port le plus important de la côte. C'est d'ici que partent les ferries vers l'Angleterre. À leur bord, des dizaines de camions transportant des marchandises. Aujourd'hui à Calais, ces poids lourds sont ciblés par des milliers de clandestins qui tentent de grimper à plusieurs, à l'intérieur. Objectif, atteindre la Grande-Bretagne et obtenir là-bas le droit d'asile. Mais beaucoup échouent dans leur tentative. Résultat, le nombre de ces migrants originaires d'Afrique explose à Calais et dans des camps sauvages. Dans la ville, la concurrence entre clandestins est telle pour monter sur les poids lourds qu'elle finit parfois en bagarre générale. Nous sommes le 4 août dernier. Ce jour-là, 300 clandestins soudanais et érythréens s'affrontent en pleine rue. Objet de la dispute, un parking où se garent des poids lourds, dans lesquels ils se cachent pour passer en Angleterre. Jets de projectiles, poubelles renversées, la guerre de territoire fait rage. Les policiers interviennent en urgence, mais ils sont dépassés par la situation. L'affrontement va durer 1 heure et s'étendre à plusieurs rues. À l'arrivée, 51 blessés, dont un grave. Une scène de rue explosive que les habitants de Calais subissent depuis plusieurs mois. Jusqu'où ces migrants sont-ils prêts à aller pour rejoindre clandestinement l'Angleterre? Pour le savoir, nous avons rencontré Fabrice. Il est chauffeur routier à Calais depuis 30 ans
pour cette société de transport qui détient une centaine de camions. Ce matin, il se prépare encore à franchir la Manche. Je monte en Angleterre avec des chargements de pièces Renault, quoi, que j'ai chargé ce matin. Comme avant chaque départ, Fabrice regarde si son camion est bien sécurisé. Car pour monter à bord, les migrants ne manquent pas d'imagination. Fabrice se souvient encore de la mésaventure qu'il a vécue il y a 3 ans. En 2011, j'en ai eu 3 dans la remorque. J'étais chargé de pneus Michelin de tracteur et j'étais dans les piles. En arrivant au port de Calais, le camion de Fabrice est contrôlé par les douanes qui le soumettent à un détecteur de chaleur humaine. Et voilà ce qu'il découvre. 3 migrants emballés dans des sacs poubelles et cachés dans ses pneus de tracteur. Il s'apprêtait à voyager dans ces conditions pendant plusieurs heures, au risque de mourir asphyxié. Fabrice a été entendu par les douanes et la société de transport a dû payer 2500 € d'amende. Alors depuis, le chauffeur routier redoute un drame. S'il tombe, c'est la mort, quoi. Vous avez peur de tuer un migrant un jour? Ça, je l'aurai pour le restant de ma vie, hein. C'est logique. Hein. On ne veut de mal à personne, mais bon, ils prennent des risques inconsidérés et on a toujours peur, comme je vous dis, ils jettent sur les camions tout courant, on est dans les rétroviseurs. Alors s'ils trébuchent et puis est-ce qu'on va arrêter? On n'arrivera peut-être pas à arrêter. C'est ça, c'est toujours stressé, en fait. Et pour les chauffeurs comme Fabrice, la pression des migrants est permanente. Quelques minutes plus tard, nous apercevons ces 2 clandestins. Ils rôdent déjà autour du parking pour tenter leur chance. Fabrice part vers le port, la boule au ventre. Regardez, il y en a partout, les campements, il y en a là-bas. Donc ils sont là, ils attendent, il y en a qui se cachent, et puis bon, on vit plus. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Ça fait une 30aine d'années que je roule, et franchement, non, c'est depuis quelques années, là. Puis bon, voilà, ça monte en nombre, de plus en plus. Ça devient inquiétant. Fabrice connaît ce parcours comme sa poche. Désormais, il anticipe même les tentatives des migrants. Bon, là, je vais m'arrêter au stop et je vais vous demander de reculer un petit peu du rétro parce qu'ils vont certainement s'accrocher à la remorque. Alors que le camion ralentit, ça ne loupe pas. Des clandestins se précipitent vers le véhicule. Là, vous les voyez, là? Ils tentent d'ouvrir la remorque. Mais la présence d'un cadenas les en empêche. Ça devient la folie à Calais. Ça jette partout, ça court partout. On regarde dans les rétros, on est hyper stressé. Bon, on a toujours peur de se faire agresser, de blesser quelqu'un en roulant parce qu'il s'est infiltré dans les roues. On n'est pas des tueurs, hein. On n'est pas là pour écraser les gens ni les blesser. Sur ce chemin, tous les camions sont pris d'assaut par les migrants. Si ça continue comme ça, il risque d'y avoir des problèmes. Alors qu'il nous parle, Fabrice tombe sur un camion à l'arrêt. Il vérifie le collègue. Il y en a dedans. Il y en a dedans. Ce chauffeur a repéré un clandestin qui s'est faufilé dans sa remorque. Il est en train de le sortir. Ça devient la folie. Sur cette distance de 5 km avant le port, les routiers vivent un cauchemar. Car les clandestins s'attaquent à tous les points stratégiques de la zone. Là, c'est pareil, à cette Total, ils savent qu'il y a le parking, il est blindé de camions. Le gasoil, c'est minimum 10 minutes à l'arrêt. Il leur faut moins que ça pour monter dans les camions, dans les remorques. Cette fois-ci, Fabrice atteindra le port et embarquera dans un ferry, sans encombre. Mais ce jour-là, d'autres ne vont pas avoir cette chance. Sur ce trajet vers le port, tous les chauffeurs nous ont indiqué que le pire était de s'arrêter à une station essence. Pour en faire l'expérience, nous nous sommes postés à 30 mètres de l'une d'entre elles. À peine arrivés à celle-ci, nous remarquons ce camion rouge. Très vite, un groupe de migrants ouvre la porte de la remorque et grimpe à l'intérieur. L'un des clandestins referme, comme si de rien n'était. Mais manque de chance, le chauffeur a tout vu. Téléphone en main, il est en train de prévenir la police. Des CRS arrivent quelques minutes plus tard pour faire sortir les clandestins.
Devant les yeux du chauffeur, les policiers font descendre les migrants les uns après les autres. Ces sans-papiers sont mis à l'écart du camion et surveillés par les policiers le temps du contrôle du véhicule. Le routier russe risque de rater le bateau vers l'Angleterre. Il est agacé. C'est très stressant pour nous. C'est un gros problème. Ça nous coûte de l'argent et c'est compliqué avec les douanes. À chaque fois que je viens d'Allemagne et que j'arrive ici, c'est compliqué. À bientôt. Après 30 minutes d'arrêt imposé, le chauffeur peut enfin repartir. Les migrants ont été relâchés par la police et se remettent tout de suite en place pour retenter leur chance. Parmi eux, Aman. D'origine érythréenne, il a parcouru 6000 km en abandonnant femmes et enfants pour passer en Angleterre. C'est la première fois que je le fais. On essaie de monter sur ces camions lourds. Des fois, on se fait arrêter par la police. Mais si tu as de la chance, tu gagnes. Quand tu n'en as pas, tu perds. Mais c'est dangereux pour vous? C'est dangereux, oui. C'est pas facile. Un danger qui touche aussi les plus jeunes. À Calais, beaucoup d'adolescents risquent leur vie, comme Hermie, lui aussi venu seul depuis l'Érythrée. Tu as quel âge? J'ai 15 ans. C'est la première fois que tu essaies de monter dans un camion? Non, ça fait 4 ou 5 fois que j'essaye. Enfin, plusieurs fois. Tu es venu seul? Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vie en Érythrée. Et tu as peur de quoi? D'avoir un accident ou de mourir. On ne sait jamais si l'un de nous va mourir ou pas. Aujourd'hui, les clandestins autour de Calais seraient au nombre de 2300 pour 21 nationalités. Sur le terrain, la présence policière s'est renforcée et les contrôles aux ports sont plus durs. Alors les migrants passent de moins en moins en Angleterre. Du coup, depuis la fermeture du centre d'accueil de Sangatte en 2002, ils sont de plus en plus nombreux à Calais. Nous avons cherché à connaître les conditions de vie de tous ces migrants. Pour le savoir, ce squat, un parking occupé en majorité par 200 Soudanais. Ils ont fui leur pays en guerre. Certains attendent leur chance depuis 1 an. Ils prient chaque jour pour que leur sort s'améliore. Parmi eux, Kalam. Il a 30 ans. Il a abandonné sa famille et parcouru des milliers de kilomètres pour venir à Calais. C'est là-bas que je vis avec un ami. Voici l'endroit où je dors, avec 2 autres personnes. Pour se tenir au chaud, Kalam dort dans cette tente avec 2 amis. Sans un sou, ce Soudanais survit comme il peut. Ça, c'est du pain. Quand on a vraiment faim, on est obligé de manger ça. Et ici, c'est notre petite cuisine. Mais une cuisine sans matériel. Comment je peux survivre pendant 3 mois en mangeant un repas par jour, sans vêtements, sans rien du tout? Kalam n'arrive pas à s'habituer à ces conditions insalubres. Là, ce sont les douches. Venez voir. On n'a pas de savon. C'est très dur de se laver ici, c'est très très sale. C'est horrible. Et là, c'est les toilettes. C'est très sale aussi. 4 sanitaires seulement pour 200 migrants. Des conditions insoutenables que Kalam subit depuis 3 mois. Je ne vais pas pouvoir supporter ça longtemps. Je vais bientôt mourir. Je vais mourir. L'hiver est très froid. Je commence à être malade à cause du froid et je ne suis pas le seul. Tous mes amis sont dans la même situation. Avant, je dormais 5-6 heures par nuit. Mais maintenant, je ne dors que 2-3 heures seulement. Malgré tout, il veut encore croire à une vie meilleure.
Il y a encore quelque temps, j'étais comme un homme mort. Mais Dieu en a décidé autrement. Pour Dieu, j'ai encore quelques jours à vivre, et c'est pour ça que je suis vivant. Je n'aime pas me remémorer mon parcours, sinon je me mets à pleurer. Je préfère mettre mes souvenirs de côté, les laisser où ils sont. Kalam garde la foi. S'il ne parvient pas à rejoindre l'Angleterre, il espère rester en France et obtenir des papiers pour faire des études ou travailler, avant de retrouver peut-être un jour sa femme au Soudan. À Calais, certains habitants ont décidé d'aider ces clandestins à survivre. Dans cet entrepôt du centre-ville, tout le monde s'affaire en cuisine. Moi, je suis tombée sur une poule bien cuite. Autour de la table, une dizaine de bénévoles d'une association préparent 800 repas chauds. Chaque jour, ils les distribuent aux migrants autour de Calais. Alors, c'est des grandes quantités, on n'a pas l'habitude de faire des grandes quantités comme ça à la maison. Michel, on va décharger les pommes de terre de Rosemary. Bénévole depuis 10 ans, Claudine a des journées à rallonge. Oh, enfin non, c'est lourd, c'est plat. Allez, en route. Grâce aux dons des habitants du Pas-de-Calais, Claudine récolte toutes sortes de denrées. Chaque jour, elle et ses compagnons cuisinent 50 kilos de pâtes ou de riz, 20 kilos de légumes et 20 kilos de viande. De quoi offrir à chaque migrant un repas chaud. Est-ce que tu as besoin d'un coup de main, Alain? Ça va? Pour laver? Pincer peut-être. Pincer, ok. On va rincer. Claudine consacre toute son énergie à ce combat, qu'elle juge indispensable. Ça me révolte de voir ce qui se passe à Calais, comme dans le nord de l'Italie, et voilà, bon, ils ont faim. Au départ, c'est le but de Salam, c'est leur faire un repas chaud tous les soirs. C'est quand même pour un mieux-être, je ne vais pas dire le bien-être des migrants, non, pour un mieux-être. Les semaines de Claudine sont difficiles. Elle passe régulièrement par des hauts et des bas, mais elle y croit. Elle et sa petite équipe ne se contentent pas de récolter de la nourriture. Ils récupèrent aussi des vêtements et des chaussures qu'ils donnent aux migrants. Voilà, 45. Mais pour l'heure, une autre mission les attend. Claudine vient de récupérer auprès d'un organisme d'aide alimentaire ces boîtes en carton. Attends, il faut que quelqu'un les compte. 3 et 2, 5, 8. 12. 15. Elles contiennent du poisson fumé, prêt à manger, qu'ils vont devoir donner dans un squat. Claudine et Michel se dirigent vers la zone industrielle, dans la jungle, un camp de migrants dans la forêt, où vivent 1500 personnes. Ces distributions de nourriture sont des moments de grande tension, car beaucoup de clandestins n'ont parfois pas mangé depuis 3 jours. Et les bénévoles redoutent un autre problème. Certains migrants s'octroient parfois plusieurs boîtes et les revendent au plus faible pour se faire de l'argent. Et on préfère les distribuer, comme ça, un maximum de gens peuvent profiter des dons que nous avons. Et ce ne sont pas les chefs qui, à la rigueur, vont donner aux personnes qui préfèrent peut-être, ou vont peut-être faire un petit commerce aussi. Le camion arrive. Il est immédiatement repéré par les migrants qui accourent de partout. Bonjour. Ça va, oui, ça va. For the first. Yes, you take a line. It's fish. Good fish. Do it now. Oh, you go. Thank you, my friend. Les migrants sont affamés. Déjà servis une première fois comme cet homme, ils tentent de récupérer d'autres boîtes pour se nourrir ou les revendre. Attention, il en a déjà eu plusieurs, lui. Claudine essaye de contrôler la distribution comme elle peut. Mais les clandestins affluent de plus en plus nombreux pour obtenir des repas. Voilà, aïe aïe aïe. Claudine commence à paniquer. La distribution tourne mal. Les bénévoles n'arrivent plus à contrôler les migrants affamés. Ils décident de lever le camp. Look, this, what is this? Certains sont en train de faire des stocks de nourriture. Ils nous volent, ça va pas. Et la situation va devenir ingérable. Sur place, la tension commence à monter. On y va. On arrive. On arrive. Pour éviter une émeute, Claudine et ses collègues décident de quitter les lieux au plus vite. Mais les migrants ne vont pas en rester là.
Ils ne supportent pas de voir cette nourriture leur échapper. Allez. Allez, on avance. Oh! C'est dingue. Oh, c'est dingue. Et la porte est ouverte, mais c'est pas vrai. Il y a un mec dedans. Oh, descends là, allez. Allez, go out. Il va tout distribuer, laisse-le faire, il va tout distribuer. Le camion accélère, mais rien n'y fait. Le véhicule est totalement dévalisé. La scène peut choquer, mais ils sont affamés. Ils ont peur de ne pas avoir. Allez, Ils sont aussi très affamés. ah oui, ça, ils ont faim, Claudine et Michel n'avaient encore jamais vu ça. Et ils ne vont pas être au bout de leur peine. Le lendemain, les bénévoles préparent un nouveau chargement. Cette fois-ci des boîtes de raviolis, qu'ils soient distribués dans un squat occupé par des Soudanais. Tu te mets derrière et tu tiens les boîtes. Claudine est à nouveau de la partie. Ces boîtes ont été données par un supermarché de la région. On nous a offert des raviolis halal, donc nous allons les distribuer dans un camp où nous savons qu'il y a des musulmans. Chacun sa religion, c'est pas mon problème. Elle est bientôt à droite, la rue. Et je pense que les raviolis halal seront très très bien accueillis. Distribuer de la nourriture tout en respectant la religion des migrants, c'est ce que tente de faire Claudine. Mais sur ce parking, les choses ne vont pas tout à fait se passer comme elle l'espère. Je sais pas comment on va être accueillis, c'est la première fois que je viens. Claudine se dirige vers le campement des clandestins. Bonjour. Pour les informer que de la nourriture les attend. There's ravioli pasta for everybody. It's not for one people. Yeah, The- for all. Yes, for all. Have you fire? Fire to... No, because we got no wood here. We need floor. We need gas. Oui, yes. It's difficult. It's too expensive for us. L'association n'a pas les moyens de leur fournir des réchauds pour cuire leurs raviolis. Ces sans-papiers vont donc les manger froids. Mais ils vont tiquer sur un problème. Baby, it means that. Best I don't before, know. you know that. La mention Best Before sur une boîte de conserve indique la date limite d'utilisation optimale. En clair, le produit est meilleur jusqu'à cette date, mais il est encore comestible 3 ans après celle-ci. Ces boîtes indiquent une date limite d'utilisation au 30 juin 2014. Or, nous sommes 3 mois plus tard. Les migrants sont persuadés que la nourriture est périmée. Ils ont peur de s'intoxiquer. Claudine va essayer de leur prouver le contraire. Yes, my friend. Come. Claudine joue les cobayes en mangeant ses raviolis froids devant eux. Like this? Yes. With a spoon. Like this. Yes, it's good. Ils doutent que ce soit comestible. On leur a déjà expliqué les dates limites de consommation et les dates limites d'utilisation. Ils ne comprennent pas toujours, ils font très attention. En manger ou pas, les clandestins se concertent. Ils pensent que l'association leur donne de la mauvaise nourriture. Et un vent de rébellion va souffler sur le camp. No go doesn't matter. Go. ما بترايا منتهينا دول ياخذ لك ترايا نو ما يدوك افريكا جنوب. Quand le pire arrive. Oh, ça me choque, ça me choque. C'est valable 3 ans, ça. C'est honteux. Honteux. Allez. J'en mange les Français. Oh non, j'aime pas. J'ai horreur de cette image. Non, j'ai horreur de l'image qu'ils donnent là, c'est pas possible. Non, ça me plaît pas du tout, ça. Claudine ne supporte pas qu'on gâche la nourriture. Mais ce jour-là, seuls quelques clandestins ramèneront les boîtes dans le camion. La majorité des migrants accueillera ce don de l'association avec beaucoup de gratitude. Le 30 juin 2014, ils auraient eu cette boîte en main, ils ne l'auraient pas mangée.
parce que pour eux, c'était la date limite où ils pouvaient manger, mais ça, c'est encore, pour moi, une dérive de la société de consommation. Et ça me choque qu'on jette une boîte de raviolis par terre. Donc, je suis choquée qu'il n'ait pas mangé, mais je comprends. Malgré les difficultés de communication et la barrière de la langue, Claudine ne baisse pas les bras. Grâce à elle et à ses compagnons, des milliers de clandestins sont nourris chaque jour et réussissent à survivre. Si les flux migratoires sont un problème pour les autorités de la région, la situation géographique du Nord-Pas-de-Calais en pose un autre. Chaque week-end, des centaines de nordistes viennent en Belgique pour rencontrer des prostituées dont l'activité est tolérée. Ici, ces femmes en tenue légère sont livrées au regard des hommes, derrière des vitrines ou dans des maisons closes. 80% de leurs clients sont des Français. Ils payent 50 € pour une passe à ces travailleuses indépendantes. Ce marché du sexe draine beaucoup de délinquants français et provoque trop d'allers-retours aux frontières au goût des autorités. Alors depuis 10 ans, les polices belges et françaises montent des opérations communes. Ce soir-là, dans cette salle, l'ambiance n'est pas à la plaisanterie. Autour de cette table, 60 policiers belges et français. Pour dissuader les consommateurs de drogue et les clients des prostituées, ils ont monté l'opération Tornado. Nous sommes à votre entière disposition pour venir en appui, soutenir dès lors que vous interpellez des Français ou des personnes venant de France. Le commissaire français Philippe Patisson est venu spécialement avec des policiers de Lille. Il va coordonner toute l'opération avec ses homologues belges pour interpeller puis contrôler des délinquants français. Ce soir-là, à Bruxelles, le commissaire et ses hommes veulent décourager les clients français de revenir. Ils vont les contrôler dans ce quartier de la capitale. Dans cette rue, les professionnels du sexe louent seuls ou à plusieurs ces appartements pour offrir leurs services. C'est typique parce que ce sont des bars, c'est des structures commerciales de bars, mais en fait c'est des bars entre guillemets, les gens ne viennent pas pour y consommer une chope de bière ou une coupe de champagne, enfin accessoirement. C'est pas l'essentiel. Ici, si le racolage et le proxénétisme sont interdits, la prostitution, elle, est tolérée. Très vite, le commissaire Patisson tombe sur ce groupe de jeunes, âgés de 17 à 20 ans. Ils sont tous originaires du Nord-Pas-de-Calais. Là, je vais vous en passer 4 qui sont des Français. 96 à Roubaix. Oui, bien sûr, hein, je les ai tous passés, là j'attends les résultats. Pour connaître leurs antécédents, le commissaire vient d'envoyer leur nom au fichier central en France. Ce n'est pas la première fois qu'ils viennent dans ce quartier. Mais pourquoi les gens du Nord-Pas-de-Calais viennent ici? Ouais, c'est ici, c'est sûr. Il y en aura pas en France comme ça. C'est là où on s'amuse. Le grand amour, c'est vers, allez, on va dire 23. Ouais. On commence à chercher voilà, la femme. Ça va pas être ce type de femme, c'est sûr. T'as quelle image de la femme, toi, par exemple? Cette image-là. Pour l'instant, les jeunes Français ont le sourire. Mais le commissaire Patisson va leur rappeler leur précédente condamnation. Venez me voir, s'il vous plaît, monsieur. Venez me voir aussi. Vous êtes connus chez nous tous les deux. Si, vous êtes connus. Oui, pour vol et frappe, un truc comme ça. Non, pardon, vol à la roulette. D'accord, un vol simple. Et bah écoutez, votre nom, vous êtes bien monsieur. Bah, on parle, vous avez. Ah, en France? Oui, en France, oui, bien sûr. Parce que, en fait. Bah, dites-moi, vous devez le connaître. En fait, on fait du sport, on monte sur des toits, etc. Non, ça c'est de la rigolade. Ah ben, ça c'est pas interdit de faire du sport, monsieur. Violence, non? Non, mais enfin vous allez m'en apprendre. Les faux bifetons, ça vous dit quelque chose, la fausse monnaie? Ah ouais. Ah bah voilà. Ouais. Eh ben voilà, je vous rafraîchis la mémoire. C'est dans des délits, ça. Bah, la fausse monnaie c'est criminel, monsieur, au cas où vous ne le sauriez pas. Le groupe d'amis ne s'attendait pas à ce que la police française soit ici et qu'elle vérifie leurs antécédents sur le sol belge. Mais ils n'ont commis aucune infraction. Ils vont être relâchés.
passé une bonne soirée quand même, hein? Ah là, franchement, je vais pas la passer ma bonne soirée. Si, vous allez passer une bonne soirée. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous venez en Belgique et la police française aussi, elle vit en Belgique. Comme ça, tout le monde se retrouve. Bonne soirée. Bonne soirée, jeunes gens. Au revoir. Dans cette rue de Bruxelles, ces professionnels du sexe louent la vitrine 350 € les 6 heures. Chaque prostituée doit recevoir au minimum 10 clients dans la soirée pour espérer gagner un peu d'argent. Le business profite surtout aux proxénètes. Je sais qu'apparemment ça rapporte beaucoup d'argent. Les propriétaires des fonds de commerce, et je m'y étais intéressé parce qu'il y avait quelques Français qui étaient propriétaires de fonds de commerce ici, ça rapporte beaucoup d'argent. Au minimum entre 15 et 20 000 € d'après ce qu'on m'avait dit, par mois. Malheureusement, les professionnels du sexe ne touchent pas autant d'argent. Oui. Alors à qui profite l'argent des clients français qui viennent en majorité du Nord-Pas-de-Calais? Comment fonctionnent ces bars à champagne et les maisons closes qui longent la frontière franco-belge? Exceptionnellement, l'un des plus célèbres tenanciers de maisons closes en Belgique a accepté de nous ouvrir ses portes. Nous sommes à Tournai, à 20 minutes en voiture de Lille. Surnommée la ville aux 5 clochers, Tournai est connue pour son beffroi et sa magnifique cathédrale. 35 000 personnes habitent dans cette ville paisible. Mais Tournai est aussi connu pour ses maisons closes. Dans cette ville, un homme règne sur 5 établissements comme celui-ci. Il s'agit de Dominique Alderweireld, plus connu sous le nom de Dodo la Saumure. DSK Club. Parce que mon acronyme c'est Dodo la Saumure et club en flamand c'est K. Donc je pense que c'était un bon outil de communication. Et vous avez un nouveau projet? Oui, le FMI à Warneton. Alors pourquoi le FMI? Parce que c'est Flandre, Miss International. Est-ce que c'est un clin d'œil aussi? C'est un clin d'œil concernant le FMI. Actuellement, nous avons Madame Lagarde qui est présidente, qui est une grande sportive. Donc rien à voir avec Dominique Strauss-Kahn. Ah bah si, mais il paraît qu'il a été président du FMI avant. Quelle coïncidence. Ah, ça peut arriver, hein. Il y a encore 3 ans, ce personnage était inconnu du grand public. Mais un soir, son nom et son visage ont fait la une de tous les journaux télévisés. Dans l'actualité de ce samedi, l'affaire de proxénétisme présumé à l'hôtel Carlton de Lille, elle prend de l'ampleur. Les sphères hôtelières, policières et politiques sont désormais concernées. On parle de réseaux de prostitution auxquels aurait notamment participé Dominique Strauss-Kahn. Les prostituées du proxénète Dominique Alderweireld, dit Dodo la Saumure. Dodo la Saumure est mise en examen pour proxénétisme aggravé en Réunion, tout comme Dominique Strauss-Kahn. Dodo la Saumure est suspecté d'avoir fourni des prostituées à un réseau de proxénétisme auquel aurait été lié l'homme politique français. Tous les mis en examen ont été renvoyés en correctionnel. Leur procès aura lieu en 2015. Natif du Nord-Pas-de-Calais, Dodo la Saumure a fait fortune en Belgique grâce au business du sexe. Vous allez voir qu'il a monté un système redoutable pour gagner beaucoup d'argent en exploitant des femmes. Là, on va chercher une jeune fille parce que tout le monde déserte. Donc, je suis obligé de compenser par les différents établissements. Les filles sont pas très favorables parce que quand elles aiment bien un établissement, elles veulent y rester. Elles ont l'instinct grégaire. Épuisées par les cadences de travail, la plupart des prostituées ne restent pas longtemps dans ces maisons closes. Les filles sont indépendantes, elles décident ou pas de venir travailler. Alors Dodo la Saumure a souvent des problèmes d'effectifs. Une seule solution, faire le tour de ces 5 établissements pour trouver du renfort. Dans l'une de ces maisons closes, une fille va se montrer intéressée. Ouais. Quoi? ¿De la fille responsable? Ouais. Oui, ya. Ok. ¿Va a entregar todo ella? Todo? Sí, de money. Elle va t'expliquer, elle parle espagnol. Hein, ça va? Ok. Une des jeunes femmes serait d'accord pour changer d'établissement, mais pas à n'importe quel prix. Le tenancier lui fait la sourde oreille. Lynn parla para moi que si moi ir al bar, que tu eras dar suplement
Donc qui est-ce qui va aller là-bas? C'est toi ou une autre? Et moi, Dans 30 minutes. Ok, ça marche. Ça va. Dodo la Saumure fait mine de ne pas comprendre. La jeune femme va insister. Dominique, algo de pagar después? Du? De ayer 30 minutes, compré? T'as pas été payé? Non. Tout à l'heure, je vais venir te payer. Hein? Ok. La commission? Oui, tu vas l'avoir, il n'y a pas de problème. Hein? Donc, elle a la gentillesse de venir après. On fait un échange entre tout le monde. Hein? Si la jeune femme accepte aussi vite de changer d'établissement, c'est parce que dans ce club, elle n'est pas très bien payée et peut espérer plus dans l'autre. Est-ce que les tarifs changent d'un endroit à l'autre? Ici, c'est 80 €. La prestation classique, ça peut tomber à 60 €. Et puis après, sous longtemps, ça peut monter jusqu'à 160 €. C'est quoi la prestation classique? Ah ben, un rapport complet. Hein. Bon, maintenant, on minute pas, hein, on n'a pas un chrono. Hein. Pour faire tourner son business, Dodo la Saumure a un emploi du temps très serré. Quand il résout un problème, il se rend dans un autre de ses établissements pour tout vérifier. Comment ça va? Est-ce qu'il y a des jeunes filles? Oui, tout à fait, là. Bon, c'est bien. Tant mieux. Bon, ici, c'est le table dance. Dans ce club, vous ne verrez qu'une fille et aucun client. Ils ont préféré rester discrets. Alors ici, c'est la pièce de repos des jeunes filles. Mais quand elles sont en pyjama en pilou avec un sac sur la tête, c'est pas très érotique. Mais on n'arrive pas à faire passer le message. Pour attirer les clients, dont une majorité de Français, il a mis en ligne cette vidéo sur son site internet. Elle correspond à l'image qu'il veut donner de ses clubs. Les clients peuvent avoir des rapports sexuels dans les salons privés ou pas? Dans les salons, oui, évidemment. Bon, ça, d'ailleurs, ça intéresse certains clients parce que ils veulent voir, être vus. Mais pour ceux qui ne veulent pas être vus, Dodo la Saumure a tout prévu à l'étage. Bah, si c'est une des chambres. Un confort minimal, une décoration simple, c'est dans ces chambres que les prostituées travaillent. Mais chose étonnante, c'est aussi là qu'elles dorment. Les filles, elles vivent ici en fait. Est-ce qu'elles payent? Elles payent 5 € par jour pour le ménage. Maintenant, c'est le client qui paye la location. Et elles encaissent donc la même somme que moi je fais payer au client. Ils sont pas complètement... Bon, admettons un client qui va durer une bonne demi-heure, il va payer 100 €. Le client paye 50 € la chambre et 50 la fille directement. Et les 50 de la chambre, ça revient à qui à la fin? Bah, les 50 de la chambre, c'est moi qui loue les chambres. En louant ses chambres aux clients, Dodo la Saumure gagne beaucoup d'argent. En moyenne, les prostituées reçoivent 8 clients par jour et récupèrent 800 €. Sur cette somme, 400 € vont dans la poche du tenancier pour la location des chambres. Une pratique illégale en Belgique. La loi, théoriquement, article 380 du Code pénal en Belgique, interdit formellement ce que je fais. Bon, mais les sources du droit sont multiples. Après la loi, il y a la jurisprudence. La jurisprudence l'autorise. L'usage et la coutume l'autorisent. Un beau discours, mais Dodo la Saumure a été condamné à 5 ans de prison avec sursis par le tribunal pour l'exploitation de maisons de débauche et pour proxénétisme. Il a fait appel de cette décision. Ses démêlés avec la justice ne l'empêchent pas de faire fructifier ses affaires et de faire de la provocation. Il y a 10 mois, il a ouvert ce nouvel établissement qui porte les initiales de Dominique Strauss-Kahn. La justice l'a interdit d'utiliser ses initiales à des fins commerciales, sous peine d'une amende de 3 000 €. Mais Dodo la Saumure n'en a rien à faire. Ici, c'est Linda, âgée de 34 ans, qui est la responsable du club. Le matin, je prends ma feuille de caisse, je fais les comptes pour toutes les filles. Prostituée depuis 8 ans, cette jeune femme s'est vue confier des responsabilités. Avant l'arrivée du patron, Linda fait les comptes de la veille. Là, j'ai fait 280 hier en carte bleue. En liquide, j'avais 230. Ouais. Donc là où c'est hier, c'était à peu près 500. Et c'est comment pour une soirée? Très calme. Parce que c'était quand jeudi passé, j'ai fait 2500.
500 € de recettes, soit 250 pour les filles et 250 pour Dodo la Saumure. Les bénéfices sont maigres, mais le club a une petite astuce pour fidéliser les clients et leur garantir une confidentialité. Pour les clients qui viennent, qui n'ont pas envie que l'on voit, donc nous on a créé une société de restauration rapide qui s'appelle Primavera, donc on pourra dire qu'il a acheté des fruits. Hein. Donc ce qui signifie qu'un homme marié, sa femme, elle peut pas le deviner. Elle peut pas le deviner, non. Parce que la société, et même l'adresse qui est marquée dessus, c'est Bruxelles. Et les clients le savent, ça? On leur dit, quand on leur propose de payer par carte, ils disent non, je prends que ma femme, elle le voit. Et là, ben, souvent, il me reste des tickets que je leur montre. Voilà, comme ça, il n'y a pas marqué DS Club, quoi. Sur les relevés de compte, ça irait pas. Le patron vient de sonner. Il n'est pas très souriant. Le terrain n'est pas très favorable pour Linda, qui doit lui annoncer la nouvelle. Faut pas le payer. 500. Ça, vous pouvez en parler, en passer 500 €. C'est très bien. Vous êtes content? Ah bah en général, on fait la moitié ou le quart. Les 500? Ah ouais, c'est un métier altruiste. Malgré beaucoup de publicité autour de ce club, l'endroit ne fonctionnerait pas toujours si bien. Cette maison de plaisir ferme ses portes à 5 h du matin et les rouvre à 10 h. La journée de Linda commence. Comme tous les matins, cette professionnelle du sexe se fait belle avant l'arrivée des clients. C'est dans cette chambre que Linda dort, mais c'est aussi là qu'elle travaille. Elle doit donc tout préparer. Tu fais quoi, Claire? Alors là, je mets le drap jetable pour travailler la journée. Alors pourquoi des draps jetables? C'est beaucoup plus hygiénique et c'est moins de travail pour le linge. Que déjà, on a les serviettes et tout ça. Alors si à chaque fois, il faut qu'on change les draps, on s'en sort plus. On ne s'en sort plus. Et les préservatifs, ils sont... Les préservatifs, alors on en a là. Chacune en a dans sa chambre. Ou sinon, vous en avez là. Ça ne manque pas? Ça ne manque pas, non. Encore là, ça commence à se vider un peu parce qu'avant, c'était... Tout le côté là était plein aussi. Mais derrière le sourire de Linda se cache une sombre histoire. J'ai habité à Nice, j'étais avec un Algérien, il m'a frappé, il m'a fait la misère totale pendant 4 ans. Donc je suis allée faire un petit tour en Corse pour travailler dans un hôtel. Après je suis arrivée une fois à Nice chez un ami et là je vois une annonce, recherche hôtesse. Mais hôtesse en France, en Belgique, c'est pas la même chose. Et moi je suis arrivée en Belgique, j'avais presque plus un sou dans ma poche. Voilà, c'est comme ça. Ah ok. Bon, bah, j'ai fait, et après, le vice de l'argent est venu. Hein. Et tu te souviens du premier client que tu as eu? Oui, je m'en souviens très très bien. De quel âge? J'avais 25 ans. Ça s'est mal passé. Pas que il avait pris un quart d'heure, moi j'avais jamais fait de client en chambre. Je savais pas très bien comment ça se passait, je suis restée 1 heure. Ouais, donc, c'était pas trop ça la première fois. J'ai une fille, pour gagner correctement sa vie, elle doit travailler 12 heures par jour. Travailler 12 heures par jour pour une prostituée, c'est enchaîner 24 clients. Un rythme de travail effréné qui laisse des séquelles. Dans la maison de Dodo la Saumure, l'ambiance est différente. C'est de chez lui que le patron travaille. Aujourd'hui, il a reçu un mail qui attire tout particulièrement son attention. Une pièce jointe. 2 jeunes filles lui ont envoyé leurs photos avec une lettre de motivation. Elles aimeraient pouvoir offrir leurs services dans l'un de ces établissements. C'est parfait. Mais quand c'est du 40, 42. En blonde, ça c'est mieux. C'est pas des têtes de gondole, c'est pas des prix de gamme, mais enfin, il y a plus pire. Hein. Dans les supermarchés, on met les produits phares en tête de gondole. Bon, on va les rappeler. Voilà, je viens de vous voir, c'est très bien.
C'est des vraies photos, vous n'avez pas... Ah d'accord. C'est vous, votre copine, il y en a une qui est un peu blonde, non? On est toujours en demande de blonde. Et puis comme vous débutez, vous n'avez jamais fait le métier, comme ça vous allez pouvoir vous soutenir. Hein. C'est un métier où on n'a jamais de certitude. Hein. C'est pas un fixe, je vous donne un minimum garanti parce que vous débutez dans le métier. Si ça va pas, moi je tiens à vous garder. Donc je vous donnerai chacun 50 € si vous n'avez pas travaillé. Très bien, à tout à l'heure. Voilà, elles sont pas trop mal, mais c'est pas non plus du top. Bon, maintenant, c'est pas bien grave si la fille elle est sympa, mais on sélectionne entre parenthèses. On subit, on sélectionne pas. Et si le patron subit, c'est parce qu'il sait qu'il est gagnant. 2 filles en plus dans son établissement signifie davantage d'argent pour lui. Mais le tenancier veut rester discret sur ses propres revenus. Et aujourd'hui, vous arrivez à vous dégager un salaire de combien à peu près? Vous n'auriez pas un petit billet pour moi? Parce que je suis vraiment serré. Oui, une fourchette. C'est rien. Écoutez, honnêtement, alors là je vais parler honnêtement. Je n'ai jamais su dans ma vie combien je gagnais ni combien je dépensais. Alors j'ai des goûts et des moyens modestes, mais comme je vis, ça me suffit largement. Donc vous savez pas du tout combien? Oh, je veux dire, à 1 000 € près, je sais combien je gagne, mais j'en gagne pas des dizaines. Hein. Non, à 1 000 € près. Je sais pas. Vous savez, je sais combien je dépense. Alors dans ce cas, je vais reformuler ma question autrement. Oui. Vous dépensez combien par mois? J'en sais pas. Je peux pas, honnêtement, je sais pas. Mais Dodo la Saumure va nous faire une révélation hors caméra qui laisse imaginer la hauteur de ses moyens financiers. Mais je dépense 5 000 € par mois, ce qui est pour quelqu'un comme moi relativement modeste. Oui. D'après nos estimations, il gagnerait 10 fois cette somme. Retour au DSK. Nous retrouvons Linda. Elle a de la compagnie. Elle est avec Jacques, âgé de 61 ans, l'un de ses clients. On va peut-être faire une fois, c'est comme on avait dit, hein. On va faire une promenade en moto et on va le faire aussi. Hein. Pendant 1 heure, Jacques et Linda vont discuter de tout et de rien autour d'un verre. Une manière pour une prostituée de mettre un client en confiance. Et cette discussion va se poursuivre à huis clos. On va là au salon privé, tous les deux. Hein? C'est bras dessus, bras dessous que les affaires de Linda continuent. Et c'est dans ce salon privé qu'ils vont converser. Sourire, rapprochement physique. Tous les ingrédients sont là pour permettre à Linda de gagner un peu d'argent et à Jacques de passer une bonne soirée. Il y a des personnes malades qui vont voir les prostituées. Maintenant, il y a des gens qui sont normales. Enfin, je me considère normal. Si je vais, c'est pour, premier tout, passer une soirée, être bien, et normalement, j'en mets tout seul. Nous, on vit seul, mon fils vit seul, mon neveu vit seul, moi je vis seul, donc on se retrouve à 3 le soir, parce qu'on habite tous dans une même maison. Donc on se retrouve à 3 hommes là. Il y a des fois, la présence d'une femme, il faut. Et s'il y en a 3, c'est meilleur. Jacques vient dans ce club tous les 2 jours. Et s'il vient aussi régulièrement, c'est parce qu'il vient chercher quelque chose de beaucoup plus fort qu'une prestation sexuelle. Quand je reviens ici, on recherche d'amis. Si on n'a pas de femme, on n'a pas d'amis, on se sent seul, non? Je crois. Maintenant, une compagnie comme ça, si on travaille toute la journée, on rentre chez soi, on se retrouve là tout seul, on se fait souper, et puis quoi? La télévision. Et peu de contact, tenir plus de contact avec personne, ça... C'est monotone, hein, ça. Vous n'avez pas de sentiments amoureux? Si, j'ai des sentiments amoureux, mais je suis trop vieux pour eux. Regarde ici, ça peut être ma fille. Puisque j'en ai une qui a 34 ans. Mais Jacques, c'est un papa pour moi. Non, il n'y avait pas une jupe. Linda et Jacques poursuivront leur soirée loin de notre caméra. Il est 5 heures du matin, le club est désert. Nous retrouvons Linda. Sa soirée est terminée. Elle doit maintenant ranger le bar. Et éviter de songer à la réalité sordide qu'elle vit tous les jours. C'est difficile votre métier. C'est pas facile tous les jours. C'est pas facile tous les jours. Et faut
Pourquoi? Des fois, il y a des gens avec qui on n'a pas envie. Il y a des jours où on n'a pas envie. Des jours le matin, on aimerait bien rester couché. Ou des fois, aller se coucher comme tout le monde à 10h le soir. On ne peut pas travailler comme ça toute sa vie. Enfin, moi, je ne le conçois, je ne pourrais pas. Mon corps, il ne suit pas. Est-ce que tu penses qu'il y a des filles qui se disent que c'est juste pour le plaisir? J'en ai pas connu. J'en ai pas connu des filles qui étaient là juste pour le plaisir. En 8 ans, non. Tout le monde faisait ça pour l'argent. Est-ce que tu rêves à une autre vie des fois? Oui, bien sûr. Oui. 6 mois après notre tournage, Linda travaille toujours dans ce club. Elle espère pouvoir s'arrêter un jour et commencer une formation de secrétariat. Ce 90 minutes enquête est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur TMC.